maintenir aujourd'hui ouvert sans aucun problème les 450 maternités. Mais il faut se mettre autour de la table. Et puis, il faut améliorer les conditions de travail, effectivement, et de rémunération des gens qui ont la plus forte pénibilité. Parce qu'il y a un petit problème, vous voyez, sur les médecins. Parce qu'on forme des médecins, aujourd'hui, pas assez, mais même ceux qu'on forme, on ne les forme pas pour ce qui est le plus utile. Là, il vient d'avoir le choix des spécialités par les internes. Première spécialité choisie, chirurgie esthétique. En 2, dermato, en 3, ophtalmo. Alors, un dermato, c'est pas super bien payé, mais c'est cool. Il n'y a pas d'urgence, c'est tranquille. Puis de toute façon, soit vous mettez des corticoïdes, soit... Enfin bon, bref, bon, non, je blague, mais c'est pas... bon, voilà, c'est un métier difficile au niveau clinique, mais avec une pénibilité qui est faible. Et puis surtout, on ne rémunère pas à sa juste valeur la pénibilité. Le pédiatre, qui est sûrement le spécialiste, qui prend le plus de risques. Vous voyez, un gamin, c'est compliqué, il faut prendre du temps. Ben, le pédiatre est le médecin qui gagne le moins bien sa vie aujourd'hui. Ok? Il gagne 4 fois moins qu'un radiothérapeute. Radiothérapeute, c'est cool aussi. Hein? En plus, vous avez des ingénieurs pour calculer les doses et tout. Enfin, c'est que la journée. Traitement des cancers. Bon. Ok? 4 fois plus. Donc il y a un problème. Donc on ne trouve plus de pédiatres. Et en particulier des pédiatres pour faire de la néonatologie, c'est-à-dire la réanimation, il n'y a plus personne qui va faire ça. D'abord, c'est déjà la pédiatrie générale, c'est compliqué, mais alors la néonatologie, psychologiquement, il faut être blindé, quoi. Parce que déjà, quand vous êtes réanimateur ou comme moi urgentiste, vous voyez, quand vous avez des malades qui meurent, enfin, vous êtes battu, c'est compliqué, mais alors un gamin, c'est encore pire que tout. Et voilà. Donc il y a un vrai problème. Et ça vient du fait qu'on a maintenu la rémunération à l'acte et qu'on a survalorisé les actes techniques. Aujourd'hui, il vaut mieux être anesthésiste ou radiologue qu'être urgentiste ou pédiatre ou psychiatre. Et puis, on a mis en place un mode de tarification, justement, qui est axé sur la technique. Or, la médecine, c'est avant tout de l'humain. Et encore plus au XXIe siècle qu'au XXe siècle. Vous voyez, parce que au XXe siècle, les patients, c'était assez simple. Ils venaient voir le médecin, on faisait un diagnostic, on lui donnait un traitement, il était guéri. Aujourd'hui, 2 tiers des dépenses de la sécurité sociale, ce sont les plus de 50 ans, majoritaire dans cette salle, atteints de maladies chroniques et de plusieurs maladies chroniques. Et bien, pour bien prendre en charge ces patients, c'est plus le médecin tout seul. C'est le médecin avec le pharmacien qui va vérifier s'il y a des interactions sur les médicaments, parce que le médecin, il ne fait pas bien, ça très bien. Hein. D'abord, il ne contrôle pas toute la pharmacopée dont on inonde les patients, parce que le patient va voir son généraliste, il va voir son cardiologue, il va voir son diabétologue, tout le monde prescrit les médicaments, puis ça fait un joyeux bordel. Et le résultat, c'est que 10% des patients qu'on voit aux urgences, ce sont les effets secondaires des traitements médicaux. Donc si on prescrivait moins de médicaments, eh bien on verrait moins de personnes aux urgences et la population se porterait mieux. Hein, petit aparté. Donc, il faut qu'on travaille différemment. Donc ça ne peut plus être le professionnel de santé isolé. Il faut aujourd'hui que les gens travaillent en groupe. Et pour travailler en groupe, la meilleure structure, c'est ce qu'on appelle le centre de santé. Et pas la maison de santé pluriprofessionnelle que les ARS vendent aux élus. Parce que la maison de santé pluriprofessionnelle, c'est quoi? C'est qu'avec nos impôts, pas avec l'argent de la sécurité sociale, les maires, les collectivités locales, les régions, payent l'outil de travail de libéraux. Vous voyez, moi, je me bats contre Pécresse, qui subventionne l'immobilier pour que les professionnels de santé s'installent. Et les professionnels de santé, ils font quoi? Ils montent des SCI, des sociétés civiles immobilières. Et puis ils se font financer leur patrimoine immobilier. Ça va pas. Pas sérieux, ça. D'abord, c'est pas aux médecins d'acheter à Paris. Pourquoi on n'a plus de médecins qui s'installent à Paris? Parce qu'un 50 mètres carrés à Paris pour son cabinet médical, hein, comme 50 mètres carrés, c'est pas très grand, c'est 500 000 euros. Voilà. Donc ça pose problème. Hein. Donc le problème aujourd'hui, c'est que les professionnels de santé ne doivent plus être propriétaires de leur outil de travail. Donc ça veut dire qu'ils travaillent dans des structures qu'on appelle des centres de santé, qui peuvent être gérés de manière collective par une coopérative s'ils veulent, mais avec un investisseur qui peut être une collectivité locale qui investit dans les locaux, et qui les loue, l'économie sociale et solidaire, les mutuelles. Mais l'intérêt du centre de santé,
c'est que la gestion administrative, elle est faite par les administratifs, la logistique, elle est assurée par les logisticiens, et les professionnels de santé sont salariés. Donc s'ils sont salariés, ça règle un problème majeur qu'on a tous, les dépassements d'honoraires. Il n'y a plus de dépassement d'honoraires. Eh oui, voilà. Et puis, si vous travaillez en groupe, eh ben, vous pouvez vous répartir. Si votre médecin n'est pas disponible, puisque le médecin est disponible 24 heures sur 24, il ne faut pas rêver. Hein. Le médecin, l'infirmière bonne sœur et le médecin bonne soldat, ça n'existe plus. Hein. C'est fini ça. Donc, mais par contre, si vous êtes en groupe, votre médecin n'est pas là, ben, il y a son collègue. Ils travaillent ensemble, il a accès au dossier. Voilà. Et puis, il faut que les médecins reprennent les visites à domicile. Parce que là, il n'y a quasiment plus de visites à domicile. On lui dit qu'il faut que les gens restent à domicile et on ne fait plus de visites à domicile. Donc il y a un problème. Vous voyez, moi j'ai fait la proposition à l'assurance maladie pour que les médecins refassent des visites à domicile. C'est dur, c'est fatigant de conduire, etc. On leur paye le chauffeur et la voiture. Ça coûtera moins cher que d'envoyer 2 véhicules des pompiers pour ramener la personne aux urgences. OK? Pour une nuit de garde ou même pour une journée. Ouais, donc on a des solutions. Donc le problème aujourd'hui, c'est pourquoi les médecins ne font plus de visite à domicile. Ils ne font plus de visite à domicile parce que ils disent c'est chronophage, c'est pas assez bien payé. Mais mon gars, si tu es payé, si tu es salarié, que tu passes 1 heure pour faire une visite à domicile ou que tu vois 3 patients dans l'heure en consultation, ton salaire à la fin du mois il est le même. La seule différence qu'il y aura de rémunération, c'est si tu prends des gardes, si tu fais des samedis, des week-ends, bah oui, tu seras mieux payé. Si tu participes à des structures collaboratives, tu passes ton temps en réunion, tu montes des trucs, bah oui, mais autrement non. Et puis surtout, eh ben, le médecin qui doit le mieux gagner sa vie aujourd'hui, c'est celui qui doit être au centre du dispositif, c'est le généraliste, parce que c'est le boulot le plus dur aujourd'hui. Et sûrement pas le radiologue ou le radiothérapeute, hein, ou le médecin de médecine nucléaire, etc. Bon. Donc, on est aujourd'hui face à cet enjeu. Alors, vous dites, ah, mais il est gentil, le docteur Prudhomme, mais il rêve. C'est une révolution qu'il propose. Non, c'est pas une révolution, parce que les jeunes, ils s'y retrouvent plus dans le système. D'abord, parce que les jeunes, ils sont moins cons que ceux de ma génération. Il y a une évolution sociologique majeure, c'est que maintenant, 2 tiers des jeunes médecins sont des femmes, et elles ne se laissent plus marcher sur les pieds comme c'était le cas avant. Et elles disent, moi je veux un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, d'autant qu'on n'a toujours pas l'égalité, hein, donc même chez les médecins c'est quand même la femme qui s'occupe des gamins, quoi, donc s'il faut faire 60 heures à l'hôpital puis s'occuper des gamins, c'est pas la peine, hein, donc 60 heures en cabinet en ville, non. Bon. Donc il y a une aspiration très forte à un autre mode d'exercice collectif, salarié. Et juste sur le salariat, vous savez, entre le congé de maternité, une profession libérale et le congé de maternité pris en charge, quand on est salarié, il y a une petite différence. Hein. Voilà, et les femmes, elles voient tout de suite la différence. Donc, le salariat est intéressant, et surtout, ce que recherchent aujourd'hui les jeunes professionnels, infirmiers, médecins, kinés, c'est un travail collaboratif. C'est-à-dire, on doit travailler en groupe. Un médecin ne peut pas travailler tout seul. Aujourd'hui, un médecin doit travailler avec une infirmière. Et là, on peut faire de la bonne télémédecine. Vous voyez, je brasse tout. Parce que l'infirmière qui se déplace à domicile et qui appelle le médecin, y compris avec, ça peut être même WhatsApp, vous voyez, et on dit, bah oui, cette personne-là, il faut que je la voie, ou alors tu fais ci, ça, et tu peux prescrire ça, et puis voilà. Et puis le pharmacien, aujourd'hui, c'est pas le médecin, on peut gagner du temps, c'est pas au médecin de vacciner les gens. On a formé des secouristes pour vacciner pendant la période Covid. Il n'y a pas eu de mort. Donc que le pharmacien vaccine, que le pharmacien puisse, sur les pathologies simples, en lien avec le médecin, etc., puisse effectivement donner des médicaments, en particulier des antibiotiques, sur des pathologies simples, en lien avec le médecin. Parce que nous, ce qu'on a détecté de difficultés sur ce qu'on appelle cette délégation de compétences. Oui, le pharmacien peut prescrire dans le cadre de l'angine, après avoir fait le test, un antibiotique, mais si on a 42 fièvres et qu'on va bosser le lendemain, le pharmacien ne peut pas faire le travail. Donc il va falloir qu'on progresse un petit peu. Hein, il y a des limites. Mais pour ça, il faut que les gens acceptent de se mettre autour de la table et ne se voient pas comme concurrents. Parce que les médecins disent « Ah non, les pharmaciens vont nous enlever le pain de la bouche. » Voilà. Sauf que je dis non, les pharmaciens, eux, c'est une profession régulée. Et heureusement qu'ils étaient là pendant la période Covid,
parce que c'était eux qui avaient le meilleur maillage du territoire. Et si on a réussi les tests et la vaccination, c'est parce qu'il restait encore des pharmacies dans les villages où il n'y avait plus de médecins. Voilà. Hein, donc, on a des éléments très forts sur l'organisation. Alors, je vais en venir à l'hôpital, mais pourquoi je parle de la médecine de ville? Parce qu'on ne peut pas séparer la médecine de ville de l'hôpital. Et quand on dit un centre de santé, ben le centre de santé peut travailler avec l'hôpital, y compris la logistique du centre de santé peut être assurée par l'hôpital. D'ailleurs, le bon ministre Braun, il est allé à Marseille pour vanter l'excellence de la stratégie de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, qui a ouvert un centre de santé dans les quartiers nord, à côté de l'hôpital Nord à Marseille, et qui marche très bien. Voilà. Et alors c'est intéressant quand vous avez un centre de santé dont la logistique est gérée par l'hôpital. Tout le matériel peut être commandé par l'hôpital, et puis être livré au centre de santé. Et si on met le centre de santé au rez-de-chaussée de l'EHPAD, eh bien il y a des médecins pour l'EHPAD. Et les infirmières de l'EHPAD, elles travaillent aussi avec le centre de santé. Vous voyez? Donc c'est de l'aménagement du territoire. Où est-ce qu'on met les médecins pour faire quoi? Mais surtout pour répondre aux besoins. On n'a pas de médecins dans les EHPAD. Comment, effectivement, on peut avoir une médicalisation des EHPAD en liant la médecine de ville avec l'EHPAD? Et puis, si on veut que les médecins ils puissent bien travailler dans leur centre de santé, il faut qu'il y ait un hôpital de proximité. Vous voyez, là, je suis allé il n'y a pas très longtemps dans la Loire. Ceux qui connaissent la Loire. Montbrison, ça vous dit quelque chose? Oui. Feur, ça vous dit quelque chose? Vous voyez? Je suis retraité du CHU de Saint-Étienne. Eh bien, là-bas, le président du comité de défense de l'hôpital, c'est le médecin généraliste libéral. Parce qu'il dit, s'il n'y a plus l'hôpital, moi, je ne peux plus bosser. Vous voyez? Parce qu'il a besoin du plateau technique de l'hôpital, il a besoin des spécialistes avec qui il va travailler, etc. Et un hôpital, n'en déplaise à Madame Buzyn et à ses prédécesseurs ou prédécessrices, c'est qu'un hôpital, c'est pas un mouroir pour vieux, quoi. Hein? Un hôpital, il doit y avoir un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24, et pas qu'un centre de soins non programmés qui ferme à 20 heures. Vous voyez, comme ils ont fait à Agde. Vous imaginez, à Agde, pendant l'été, là, les urgences fermaient à 18 heures. À Agde, il y a 15 000 personnes l'hiver, mais il y en a 200 000 l'été. C'est l'enfer. Hein, ils ne pouvaient pas fermer 18 heures, il y avait des patients qui étaient devant la porte, bref. Donc, c'est un service d'urgence 24 heures sur 24. Et la qualité et la sécurité, c'est le maillage du territoire. Pour nous, urgentistes, la sécurité de la population, c'est que tout citoyen doit être à moins de 30 minutes par un moyen de locomotion normal, et pas ceux des crânes neufs des ARS, c'est pas l'hélicoptère, c'est la voiture, à moins de 30 minutes d'un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24. Okay, quel que soit le nombre de passages la nuit, quel que soit le nombre de passages la nuit, parce que c'est un principe constitutionnel, l'État doit assurer l'égalité de traitement de tout citoyen, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire. Donc quand on est dans une zone à faible densité de population, eh bien on doit être à moins de 30 minutes d'un service d'urgence, lequel service d'urgence peut aussi vous envoyer un véhicule du SMUR, qui ne doit pas mettre plus de 30 minutes pour arriver sur le lieu de la détresse. Autrement, c'est ce qu'on appelle une perte de chance par défaut de moyens. Et une perte de chance par défaut de moyens, ce sont des morts évitables. Il doit y avoir une maternité de proximité, parce que le problème, aucune étude n'a montré que les petites maternités étaient plus dangereuses que les grandes maternités. Il y a des accidents aussi dans les grandes maternités, mais on les cache. Okay. Pour vous dire, la plus grande maternité de Paris, l'hôpital Cochin, que tu connais bien, ah bon? Eh bien, 6000 accouchements, il y a eu plusieurs morts. Une femme qui vient 3 fois, ça vient 2 fois, on la renvoie, alors qu'elle est en fin de grossesse avec de la fièvre. Même une aide-soignante sait qu'il faut hospitaliser. Okay, il n'y avait pas de lit, on l'a renvoyée chez elle. La 3e fois, elle est venue, son bébé était mort. Il y a tellement d'accouchements et que tout le monde court dans tous les sens. Autre accident, la femme qui ne parle pas bien français, elle hurle, il n'y a personne qui vient, elle accouche, le bébé tombe par terre. Voilà ce qui se passe dans la maternité top du top de Paris. Bon. Donc, le problème, c'est qu'on nous vend des centres de périnatalité de proximité. C'est pas une maternité, ça. Une maternité, c'est là où on accouche. Le centre périnataux de proximité, c'est fait pour le suivi de la grossesse. Alors, qu'est-ce qu'on propose aussi? Ah, si vous êtes très loin, madame, on va vous payer l'hôtel pendant 15 jours, parce que vous habitez, puis il va peut-être y avoir de la neige, donc... non, mais c'est du n'importe quoi.
Parce que quand même, mesdames, la grossesse, c'est pas une maladie. Hein, c'est pas que l'acte technique, c'est aussi qu'on vous entoure, c'est le cocooning, et puis il y a beaucoup un petit peu de déprime après l'accouchement. Aujourd'hui, comme c'est des usines, qu'on a fermé toutes les maternités de proximité, donc tout le monde va dans les grandes maternités, dans les métropoles, et c'est l'usine à bébé. C'est bonjour madame, venez ici ponder, on voit madame dehors, hein, au deuxième jour. Et ça, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, 80% des accouchements sont faits par les sages-femmes. Donc, il faut qu'on ait ces maternités de proximité qui seront gérées par les sages-femmes. Et on aura la sécurité par les gynécos et les anesthésistes qui sont là au cas où. Mais maintenant, on sait aussi trier dans le bon sens du terme, les maternités à risque des autres. Il y a 20% de maternités à risque, celles-là, on les envoie dans les maternités de référence. Voilà, maternité niveau 2, niveau 3, dans les hôpitaux de référence. Mais, donc, maternité et chirurgie. Parce que, vous voyez bien, quand on ferme la maternité, il y a moins d'anesthésistes, donc ça met en péril la chirurgie. Et alors, on ne peut pas nous dire qu'on fait de la chirurgie ambulatoire et qu'il faut fermer la chirurgie dans les hôpitaux. Alors que dans le même temps, on autorise des cliniques à continuer à faire de la chirurgie pour des volumes d'activité inférieurs à la chirurgie qu'on ferme dans les hôpitaux. Ça va, quoi. Hein, aujourd'hui, s'il faut fermer les maternités. Il faut fermer les petites cliniques. Voilà. Et donc, pour en revenir à votre problématique à Lannion, la bataille qu'il faut mener, c'est qu'ici, il n'y a pas la place pour maintenir un hôpital et une maternité. Un hôpital et une clinique. Un hôpital et une clinique. Donc, le projet médical, ça va être l'intégration de l'activité faite aujourd'hui par la clinique dans l'hôpital public. On a des solutions, on peut y compris faire des concessions pour les médecins qui arrivent en fin de carrière, qui ne veulent pas intégrer le service public, on peut leur proposer des contrats qu'on appelle de cliniciens, ils viennent, ils gardent leur statut libéral, ils payent une redevance à l'hôpital, mais par contre, ils doivent faire essentiellement du secteur 1. Vous voyez, donc on a des solutions, on a pu le faire ça. Donc on a des solutions pour pouvoir se projeter dans un délai proche, hein, sans révolutionner, sans que ce soit le socialisme, quoi. Hein, on a des solutions, la question c'est d'avoir la volonté politique. Si on laisse les deux perdurer côte à côte, les deux meurent. Voilà. Non, c'est le public. Donc, ça veut dire qu'il faut... Les meilleurs experts, ce sont les patients. Parce que les crânes neufs à l'ARS et une bonne partie de mes collègues médecins, ils pensent avant tout à leurs intérêts particuliers. Donc si on ne met pas, nous, les mains dans le cambouis pour leur dire non, mais moi je veux pouvoir être opéré de la cataracte à proximité, je veux pouvoir être opéré de tout ce qui est simple à proximité. Si je dois aller à Saint-Brieuc ou à Rennes, oui, pour les pathologies plus complexes, mais pour la proximité, non. Vous voyez, être obligé de faire 100 bornes pour être opéré de la cataracte, en plus avec des dépassements d'honoraires. Vous voyez, la sécurité sur l'opération de la cataracte, qui est l'intervention la plus fréquente en France. Écoutez, vous savez quand est-ce que pour la première fois on a opéré de la cataracte? Des chats. En Égypte ancienne. Donc si les Égyptiens ils pouvaient opérer de la cataracte, on va pouvoir conserver, vous voyez, en proximité des interventions de ce type-là, en toute sécurité. Voilà. Simplement, il faut répartir les chirurgiens, les anesthésistes, et les faire travailler dans des conditions qui permettent qu'ils conservent leurs compétences. Et pour conserver ces compétences, si on est dans un hôpital avec une faible activité, ça veut dire que c'est là où on peut avoir l'intérêt de ce qu'ils appellent aujourd'hui les groupements hospitaliers de territoire, mais nous, on ne les veut pas comme ils sont faits aujourd'hui. On veut que quand les médecins sont affectés sur un hôpital à faible activité, ils doivent pouvoir travailler une partie de leur temps sur un hôpital qui a une activité un peu plus importante, et puis vice-versa. Donc des équipes territoriales qui permettent qu'effectivement, la qualité d'un hôpital, elle n'est pas liée au nombre d'actes dans le bloc opératoire. Elle est liée à la compétence du chirurgien qui est liée au nombre d'actes qu'il fait. Donc il faut se donner des conditions de travail qui fassent que les gens restent compétents. Mais pour ça, c'est aux médecins de faire un effort et pas aux patients de se déplacer. Les médecins, ils peuvent se déplacer. Alors après, ça se discute avec rémunération, conditions de travail, etc. Mais on a la chance et la malchance, parce qu'on cite toujours des pays comme la Hollande ou l'Allemagne, etc. Mais la Hollande ou l'Allemagne, c'est pas la France. La densité de population n'est pas du tout la même. On a des zones de forte densité de population et des zones
très désertique. Donc il faut qu'on imagine un autre mode de fonctionnement. Et puis, il y a la question, aujourd'hui, qui est majeure et qui fait que les médecins quittent l'hôpital, c'est qu'on fait tout pour qu'ils quittent l'hôpital pour pouvoir le fermer. On a l'exemple de Pontivy. Je ne sais pas si vous avez lu dans la presse, là. Il y a 2 jeunes femmes qui ont fait le choix d'aller travailler à Pontivy. Chef de service, la chef de service des urgences, la chef de service du service de médecine. Elles n'ont eu aucune aide de la direction de l'hôpital et de l'ARS quand elles ont fait des demandes tout à fait justifiées en termes de moyens, de personnel, etc. Aucune aide. Donc, alors, ces jeunes femmes qui s'étaient installées pour rester là 10, 15, 20 ans. Enfin, je veux dire, c'est sympa Pontivy comme environnement. Enfin, bon. Et bien là, les 2 viennent de démissionner. Elles avaient menacé plusieurs fois. Là, elles ont démissionné pour le vrai. Le résultat, c'est que le service d'urgence s'écroule. Il va falloir qu'ils bricolent comme à Lannion alors qu'il fonctionnait correctement. Et le service de médecine ferme. Le service de médecine ferme. Parce qu'il n'y a plus assez de médecins. Et qui sont les responsables là? Le directeur de l'hôpital et la direction de l'ARS. Il faut être clair, hein. Voilà, les responsables, ils sont clairement identifiés. Donc, moi, je ne suis pas pour les méthodes viriles ou agressives. Je n'ai pas du tout de confiance particulière, parce que j'ai déjà fait un débat avec le maire de Carhaix. Mais enfin, bon, voilà, quand on se met à retenir les personnels de l'ARS, c'est qu'on avait raison, quoi. On ne les a pas séquestrés, on les a retenus parce qu'on n'est pas satisfait des réponses qu'ils nous donnent. Et on veut qu'ils prennent, voilà, hein, langue avec le ministère pour voir si on ne peut pas trouver les solutions. Mais vous voyez bien, c'est-à-dire que tout est fait aujourd'hui pour accélérer la fermeture des hôpitaux de proximité. Voilà. Et alors, le pire, c'est que les ARS ne se préoccupent pas de ce dont ils sont responsables, avant tout les hôpitaux publics. Mais par contre, ils favorisent beaucoup le privé lucratif. On a l'exemple là, avec un groupe qui est dirigé par un Margoulin, qui, je pense, terminera en prison, qui s'appelle le docteur Ben Saïd, le groupe AVEC. C'est l'ARS qui impose qu'ils reprennent les établissements en difficulté. À Grenoble, on avait fait un projet à la CGT pour que la clinique mutualistique en grande difficulté soit intégrée au CHU. Niet. Ils ont donné la gestion au groupe AVEC. Le résultat, c'est qu'ils s'en est foutu plein les fouilles, le fameux Ben Saïd, et il a interdit de gestion aujourd'hui. Et dans mon département, il a fait la même chose dans une petite clinique, et la clinique, elle ferme. Alors Ben Saïd, pour ceux qui se rappellent, c'est le problème de Tigicourt. Voilà. C'était pas avec, avant c'était... Docte Gestion. Voilà, Docte Gestion. Donc ils ont réussi quand même, les élus de Béguin, enfin je sais plus, tous les élus départementaux, de le virer de Tigicourt. Hein. Donc voilà. Donc concrètement, quand on est face à des élus, on a les élus, on a les mairies, le département, la région. La question c'est, tout le monde met beaucoup de pognon là, hein, un peu partout. Ben, pourquoi faire? Ben, nous on dit, c'est pour faire des centres de santé rattachés fonctionnellement, voire même juridiquement aux hôpitaux, pour pouvoir développer une offre de soins qui correspond aux besoins de la population. Et ça, en termes de financement, ça a un intérêt, parce que c'est un financement à partir d'une analyse des besoins. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que l'assurance maladie, on doit sortir de la rémunération à l'acte, de la tarification à l'activité à l'hôpital, parce que les besoins ici à Lannion ne sont pas les mêmes qu'à Nantes, que chez moi en Seine-Saint-Denis, ou que dans les Alpes-Maritimes. Donc, c'est en fonction de données épidémiologiques qu'on doit donner le financement. Quand vous avez une population plus âgée, avec plus d'ouvriers, d'employés, eh bien, il faudra mettre plus d'argent, parce que les indicateurs de santé sont moins bons. Voilà. Si vous avez une population plus isolée, il faudra faire plus de visites à domicile, donc les médecins ne vont pas avoir autant de patients, donc il faudra mettre plus d'argent. Et donc c'est comme ça qu'on voit les choses. Et ça, quand on dit mettre plus d'argent, ça ne veut pas dire faire exploser les budgets. Alors, je vous donnerai quelques solutions sur là. Mais c'est de savoir ce qu'on fait. Vous savez, aujourd'hui, on a une marge de manœuvre immédiate, sans dépenser plus d'argent, pour améliorer la rémunération des médecins de ville, en particulier les médecins généralistes. Un médecin, aujourd'hui, il coûte à la sécurité sociale 150 000 € par an. Le médecin, juste pour ses consultations. Mais il coûte beaucoup plus à la sécu avec ce qu'il prescrit. Il prescrit pour 750 000 € d'examen.
Il en prescrit sûrement trop. La seule chose qu'a dit bien Buzyn, c'est qu'effectivement, on fait trop d'examens en France. Il faudrait mieux qu'on passe plus de temps à écouter le patient, plutôt que de l'envoyer faire un scanner. On écoute le patient, on discute, on voit quels sont les examens les plus appropriés. Hein, voilà, et puis on ne les multiplie pas à l'infini. Diminuer les dépenses pour les examens inutiles, pour améliorer la rémunération des professionnels, c'est une source immédiate. Vous voyez, je me fais l'avocat du diable quand je dis ça. Je me fais l'avocat du diable parce qu'il faut plus d'argent, mais je me fais l'avocat du diable pour les prendre sur leur terrain, les financiers qu'on a en face de nous. Déjà, un budget constant pourrait faire mieux. Voilà. Hein, parce que si vous rémunérez moins le radiothérapeute et d'autres spécialistes et que vous basculez ces rémunérations pour que ceux qui vraiment sont utiles soient mieux payés et ceux qui sont moins utiles soient un petit peu moins payés, on ne fera pas plaisir à tout le monde. Mais moi, je considère que le radiothérapeute, il ne mérite pas ses 400 000 €. Et bon, il gueulera. Mais je lui dis, mon gars, t'es salarié direct de la sécurité sociale. Donc, à un moment donné, on se met autour de la table. Point à la ligne. S'il n'y a plus la sécurité sociale, ça sera très compliqué. Donc, on organise les choses sur les territoires. Et nous, ce qu'on demande, c'est de la démocratie. Et dans un territoire, on propose qu'il y ait ce qu'on appelle les chambres territoriales de santé, qui soient là avec des représentants, des professionnels, mais aussi des assurés sociaux, par le biais des syndicats, des associations de patients, des associations citoyennes, des élus locaux, etc. Et on discute de l'offre de soins sur le territoire. Mais pas le territoire vu d'avion par les technocrates de l'ARS, le territoire de vie, c'est-à-dire 30 minutes. Hein, voilà. Et les 30 minutes ici, c'est pas les mêmes 30 minutes que dans le Jura. Hein, surtout en hiver, ici il pleut, mais dans le Jura, il y a de la neige. C'est pas la même chose. Donc, c'est ça qui est important. Donc, un territoire, ça peut varier entre 50, 60 000 habitants, 200 000 habitants. Voilà. Mais on réfléchit comme ça. L'offre de soins localisée, et c'est important, qu'il y ait ce débat démocratique. Alors, après, la question, elle est, je vous ai dit l'hôpital, j'en étais à la maternité, à la chirurgie ambulatoire, et on a la psychiatrie, qui est un vrai problème. Le secteur de dépenses de la sécurité sociale qui a le plus augmenté au XXIe siècle, c'est la psychiatrie. Or, la psychiatrie, on a fermé massivement les lits. Alors, sur une logique... Vous savez, les libéraux, ils savent très bien faire. Idéologiquement, politiquement, on voulait la fin de l'asile. Parce qu'enfermer les gens, c'était pas bien. Et ils ont dit, ah ben oui, on va ouvrir. Donc, on ouvre, on ferme les lits. Mais prendre en charge un patient atteint d'une pathologie psychiatrique en ville, c'est plus de personnel que de l'enfermer dans un service. Donc, on a fermé les lits, et on a diminué aussi le personnel. Donc aujourd'hui, les patients psychiatriques ou les gérontistes ont dit quelque chose de très clair, ils sont dans la rue ou en prison. Et quand ils sont dans la rue, ils font la ligne du journal de 20h parce qu'ils prennent un flingue, ils viennent tuer des soignants ou des gens qui ne leur ont pas plu. Voilà. Mais c'est lié directement au fait qu'on les abandonne. Hein? Donc, il faut que la psychiatrie aussi, on retrouve des services de proximité. Voilà, pour que les gens puissent être pris en charge dans ce qu'on appelle les centres médico-psychologiques, et puis qu'il y ait des lits de psychiatrie de proximité dans les hôpitaux généraux. Et puis, on ne doit pas laisser de côté les EHPAD. Aujourd'hui, la logique des agences régionales de santé et du gouvernement, c'est les hôpitaux qui ont encore des EHPAD, il faut que ça s'en débarrasse. Donc, on les vend au privé. Alors, avec toujours les mêmes arguments, c'est que les bâtiments sont vétustes, il faut les rénover, on n'a pas d'argent. Voilà. Mais il y a des belles batailles qui ont été menées, y compris contre le privé, contre la fermeture d'EHPAD de proximité, de petits EHPAD, et qu'on vient de gagner là récemment. Donc, ça veut dire que on doit réfléchir à une offre de santé, et pas de soins, de santé. Vous voyez, nous, on demande à ce que ça ne soit plus l'assurance maladie à la sécurité sociale, mais que ça soit l'assurance santé. Voilà, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, ce qui permet d'intégrer la prévention, etc. Et donc, une offre de soins qui est réfléchie dans le territoire et qui intègre la médecine de ville, l'hôpital de proximité, ce qu'on appelle le médico-social, les EHPAD, la prise en charge des personnes handicapées, etc. Parce que si on ne dit pas tout ça, chacun fonctionne ce qu'on appelle en tuyau d'orgue, et ça, d'une part, c'est catastrophique en termes de qualité, mais c'est aussi, au niveau médico-économique, c'est pas très pertinent, c'est pas très performant. Vous savez, 80% des gens qui sont envoyés des EHPAD aux urgences n'ont rien à faire aux urgences aujourd'hui.
Si on a une infirmière H24 et un médecin la journée dans un EHPAD, les gens ils resteront dans leurs EHPAD, où ils seront beaucoup mieux soignés, beaucoup mieux traités, et ils ne viendront pas mourir sur des brancards aux urgences parce qu'ils sont mis dans un coin, on ne les surveille pas. Et c'est de la vraie maltraitance, c'est inhumain, c'est inacceptable. Donc c'est aussi, vous voyez, donc c'est des choses simples que je vous dis aujourd'hui, c'est une question de décision politique. Mettre une infirmière H24 dans un EHPAD, ah oui, ça va coûter un petit peu. Voilà. Bon. Alors après, on vous dit, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais vous parler maintenant de deux problèmes, le personnel et les finances. Alors sur le personnel, on a créé la pénurie. Mais on a créé la pénurie, c'est plus grave que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a même des médecins, on a même des étudiants en médecine qui arrêtent leurs études alors qu'ils ont passé un concours très difficile pour faire un autre métier. Parce qu'ils arrivent en 3e, 4e année, ils se rendent compte que c'est la cata et qu'ils ne veulent pas passer 40 ou 45 ans dans ces conditions-là de travail. Les infirmières, c'est une catastrophe. On a 200 000 infirmières diplômées en âge de travailler qui ont abandonné le métier. J'en connais qui ont monté des crêperies en Bretagne. Vous voyez ? Alors, vous voyez, infirmier, on ne fait pas ça c'est par hasard. Bon. Alors, on a deux problèmes aujourd'hui. Un, oui, il faut augmenter globalement les quotas dans les écoles. Mais ça ne suffit pas. Parce que là, on a augmenté les quotas dans les écoles infirmières de 20%, mais on a un taux d'abandon de 20 à 25%, donc on diplôme moins d'infirmières qu'en 2015. Alors qu'on en a besoin d'un plus grand nombre. Donc, on a deux revendications immédiates. Un, supprimer Parcoursup. Parcoursup, c'est de la merde pour tout le monde, mais alors pour les écoles professionnelles, c'est encore plus la merde. Parce que vous ne venez pas dans une école d'infirmière, une école de manip radio, une école de sage-femme, comme ça, à la loterie. C'est le métier que vous voulez faire, donc il faut qu'on revienne à un recrutement, à un concours d'entrée dans l'école par métier. Parce que la motivation compte. Et puis on propose quelque chose de très simple, qui n'est pas une invention là, qu'on sort de notre chapeau, qui existait quand on était jeunes tous les deux à Paris. D'ailleurs, il y a beaucoup de Bretonnes qui sont venues comme ça, il y a beaucoup de collègues qui sont venus des Antilles, c'est des contrats d'études. C'est quoi un contrat d'études? C'est que dès que vous avez passé la sélection pour rentrer dans l'école, vous êtes pré-embauché, vous êtes payé avec un salaire, donc des cotisations sociales, donc des cotisations retraite à 18 ans. En termes de motivation aujourd'hui, vous voyez. Donc, et ça existait jusqu'au début des années 80. Vous voyez. Dans l'hôpital dans lequel moi j'étais jeune étudiant, à l'AENEC, il y avait les chambres dans les sous-pentes. C'était bourré de jeunes qui venaient de Bretagne et qui venaient faire infirmière à Paris. Et alors c'était même mieux pour les collègues des DOM, parce qu'il y avait un bureau qui s'appelait le Bumidom. Et le Bumidom, il allait chercher les jeunes, il leur disait, on vous paye le voyage, on vous loge, on vous rémunère pendant vos études et vous allez bosser en métropole. Et vous aurez des congés bonifiés, vous pouvez partir 2 mois en vacances pour voir la famille. Bon. Et ça a fonctionné, donc on peut le remettre en place. Et on peut le développer, c'est pour tous les professionnels de santé. Voilà, je peux parler, mais ce qu'on propose, c'est des contrats d'études pour tous les professionnels de santé. Et pour les médecins, mais par contre, pour les médecins, on les propose de manière un peu différente. On les propose surtout pour réguler